présente 300 milliards d'étoiles, le podcast qui explore l'univers. Salut à tous, si vous êtes un auditeur régulier de 300 milliards d'étoiles, vous savez qu'on aime bien souvent vous rappeler quelques chiffres vertigineux. Par exemple sur les exoplanètes, qui sont peut-être plusieurs milliards dans notre seule galaxie. Alors, même si une infime proportion de celles-ci sont habitables, et même si une infime proportion de ces planètes habitables sont habitées, cela nous laisse de quoi spéculer sur des milliers de mondes remplis d'extraterrestres. Tout cela n'est qu'hypothèse bien sûr, mais imaginez. Ça y est, on a rencontré des extraterrestres. La nouvelle fait l'effet d'un cataclysme planétaire, elle bouleverse nos valeurs, elle balaye nos croyances, nos mythes. L'ensemble de l'humanité se sent à la fois plus petite et plus soudée. 8 milliards de terriens, au même moment, ne parlent plus que de cette nouvelle historique sans précédent. Bon, mais une fois qu'on a passé les mois des premiers instants, la rencontre risque de tourner court si l'on ne trouve pas quelque chose à se dire. Et d'abord, comment communiquer ? Les aliens seront-ils sensibles à la même fréquence sonore que nous ? Seront-ils d'ailleurs capables de capter des sons tout court ? Ou bien emploieront-ils un langage uniquement visuel ? Ou bien uniquement olfactif ? Ou bien un sens qui nous est totalement étranger, pourquoi pas ? Et même si nous arrivons à trouver un canal commun de communication, combien de temps mettrons-nous à développer un lexique commun ? Comment être sûr de ne pas risquer une guerre sidérale en prononçant un mot de travers ? Comment faire sans pierre de rosette galactique à notre disposition ? Et c'est encore pire si nous ne trouvons que des vestiges écrits d'une civilisation extraterrestre, ou bien si nous recevons un message à distance aussi sibyllin que les étranges plaques que nous envoyons nous-mêmes à la dérive dans l'espace. Bref, comment parler à un alien ? La question est vaste, mais ça tombe bien, cette question est aussi le titre d'un ouvrage passionnant paru en 2018 aux éditions du Bélial. Et nous avons la chance de recevoir aujourd'hui l'auteur de Comment parler à un alien, Frédéric Landragin. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes docteur en informatique linguistique, directeur de recherche au CNRS. Vous êtes aussi un grand amateur de science-fiction et vous êtes amusé dans votre ouvrage à confronter la SF et la linguistique pour en tirer quelques enseignements sur la meilleure façon de parler à d'éventuels extraterrestres. Alors votre livre est parsemé de nombreuses rencontres aliens, extraits d'œuvres de science-fiction et surtout d'œuvres de ce que vous appelez de la linguistique fiction. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est la linguistique fiction ? En tant que linguiste, donc je m'intéresse aux langues que l'on parle sur Terre, et à essayer de regarder quelles sont les différentes structures des langues qui existent, que l'on parle. Et du coup, ça m'a amusé de voir comment les auteurs de SF avaient pris en charge ces aspects-là pour en faire des langues imaginaires qui soient assez sympas ou assez amusantes, quoi. Il y en a beaucoup, je crois que vous mentionnez vraiment beaucoup d'œuvres. Vous avez des œuvres particulièrement notables dans leur façon de construire des langues à part entière. Et en fait, c'est un phénomène que l'on voit de plus en plus, et en particulier grâce aux séries télé et au cinéma, ou dans Game of Thrones, par exemple. Maintenant, on fait appel à des linguistes pour créer les langues. On fait appel aussi à des phonéticiens qui aident les acteurs à répéter des phrases, à faire en sorte que du début jusqu'à la fin de l'épisode, les mots soient dits de la même façon. Il y a une espèce que ça marche bien. Et pour donner un ordre de grandeur, il y a quelques années est paru un dictionnaire des langues imaginaires où les auteurs ont recensé près de 1100 langues que nous avons inventées. 1100 langues en tout dans tous les types d'imaginaires. Que ce soit dans des romans, dans des nouvelles, parfois c'est juste quelques phrases qui sont évoquées par le biais d'une rencontre avec des aliens, et parfois c'est des langues qui ont été faites de manière très très approfondie, de A à Z, comme par exemple les langues de Tolkien. Alors il y a Tolkien évidemment qui était réputé pour être lui-même un linguiste, Il est très jeune, il a lui-même inventé ses propres langues, c'est ça. Des langues qui avaient des racines, qui avaient un passé, l'elfique ancien, l'elfique moderne, il y a toute une gamme incroyable de langues imaginaires comme ça. Apparemment il s'est quand même pas mal basé sur l'anglais ancien, ouais. Le moyen anglais, et à partir de là il a fait marcher son imagination, et il s'est amusé à inventer des familles de langues, et même pour une en particulier à faire en sorte qu'elle évolue dans le temps, comme exactement c'est le cas pour une langue humaine. Ouais. Alors là on est dans le monde des elfes, mais si on part dans le monde spatial, il y a aussi des langues très développées, notamment le Klingon.
Ta judge. Numa de homo mer. Da judge ritne. Cool maj wichu. Jagwe ome. Petville destomage de rach. Her mobor ritne. Munevam Jack Jagma. Voilà un très, très beau tribun Klingon, extrait de la série Star Trek Discovery, donc de l'univers de Star Trek. Le Klingon, c'est une langue bien sûr imaginaire et évidemment qui se base, étant imaginée par des êtres humains, sur des langues terriennes, c'est tout ce qu'on peut nous imaginer. Si on part de là pour essayer d'imaginer, pour essayer de visualiser la diversité des langages possibles, sur Terre déjà, il y a une immense diversité de langues, plus de 7000, un truc comme ça, c'est ça ? C'est ça, il y a 7000 langues qui sont parlées actuellement sur Terre. Il y en a probablement eu beaucoup avant et qui sont mortes. De même qu'on estime qu'avant la fin du 21e siècle, il y en aura une bonne partie qui seront mortes également parce que sur ces 7000 langues, si je ne me trompe pas, il y en a 500 qui ne sont parlées plus que par une centaine de personnes. Et dès qu'on atteint un seuil, les locuteurs ont tendance à utiliser une langue plus universelle, plus utilisée comme l'anglais ou l'espagnol, le portugais, et à laisser tomber leur langue maternelle. Et du coup, celle-ci n'est plus parlée et du coup, elle meurt. Ouais, la biodiversité des langues est aussi quelque chose qui est en voie d'extinction massive. Exactement, et à une vitesse rapide. Tout à fait, ouais. Alors, malgré tout, on a quand même beaucoup de linguistes comme vous qui ont pu étudier ces langues et nous offrir une palette de ce que peuvent être ces différentes langues. On les classe en famille. Le Klingon, par exemple, qu'on vient d'entendre, il serait classé, vous le dites, comme une langue agglutinante. Oui, alors c'est en tout cas ce qu'annoncent un petit peu les concepteurs. Donc, alors, le Klingon, moi, je le comprends pas. Je sais qu'il y a des gens qui l'apprennent. Il y a même un institut, un institut de formation au Klingon. Donc, c'est dire que c'est quand même une langue, bien qu'elle soit artificielle et qu'elle n'ait pas vraiment de sens, parce que dans la société, si vous parlez en Klingon, je pense que ça va pas être très très utile pour avoir un travail et pour arriver à progresser, quoi. À moins de tomber sur un patron fan de Star Trek. Voilà, et encore après pour trouver des clients, ça risque d'être un peu compliqué. Mais c'est une langue qui a réuni un fan club en fait, le fan club de Star Trek. Et à partir du moment où il y a un certain nombre de centaines, voire de milliers de personnes qui créent une communauté et dans laquelle ils parlent en Klingon, ça peut fonctionner. De même qu'à une époque, ça a fonctionné avec le Volapük ou l'espéranto. Alors, la diversité des langues terrestres, on le disait, 7000 langues qui sont répertoriées en 200 voire 300 familles de langues. Les principales familles, pour se faire une idée, donc les langues agglutinantes, comment est-ce qu'on peut les définir déjà ? Les langues agglutinantes, c'est à partir du moment où il y a des morphèmes, donc des unités significatives qui se concatènent les unes aux autres pour former des mots, et donc on peut avoir des mots très longs. Par exemple, une langue agglutinante existante, connue ? Je crois que le turc en est une. D'accord. Voilà. Alors moi, je suis pas spécialiste des langues agglutinantes. Vous savez, on croit qu'un linguiste, il connaît plein de langues. Vous n'êtes pas omniscient. C'est pas forcément le cas. Moi, personnellement, comme mes thématiques de recherche portent sur des phénomènes de référence aux objets, donc qui serviront, on en parlera peut-être après, pour la communication en face à face. En fait, je connais très très peu de langues. J'ai presque honte à le dire. On peut être linguiste et travailler sur une seule langue toute sa vie. Exactement. Exactement. Donc, langue agglutinante, on a le Klingon et le turc, par exemple. On parle aussi de langue isolante, pour montrer un autre type de famille de langues. C'est les langues dont les mots sont invariables, c'est ça ? Oui, voilà. Alors, nous, pour un verbe, on a une racine et puis on met des terminaisons qui font qu'on montre que c'est un emploi au futur, au présent, au passé, que c'est la première personne, la deuxième personne, la troisième personne, ainsi de suite. Il y a des langues pour lesquelles ce sont des mots spécifiques qui servent à ça. D'accord. Tout à fait. Le vietnamien, je crois, par exemple. C'est possible. Pour y être il n'y a pas longtemps, c'est une succession de mots invariables, ou comme le mandarin, par exemple, chinois aussi. Oui, oui, je crois bien. Ouais. Alors, donc, langue isolante, langue agglutinante. Une troisième grand type de langue que j'ai pu découvrir dans votre bouquin, c'est les langues synthétiques. Comme le latin, qui est un petit peu entre les deux, finalement, c'est ça, si on doit résumer. Voilà, et dont le français dérive.
C'est le latin en fait, la référence de ce genre de langue. Oui, en alors fait, en fait, c'est le latin qui a fait donc, ce qu'on appelle les langues romanes. Les langues romanes, il y a le français, l'espagnol, le portugais, l'italien, etc. C'est une famille de langues où quand on en parle une, on a, disons, moins de difficultés à en apprendre une autre parce qu'il y a quand même des racines communes. Alors que donc pour nous, c'est plus facile d'apprendre le portugais, espagnol ou italien que d'apprendre le mandarin, par exemple. Ouais. Alors voilà pour ce petit panorama de ce qu'on peut avoir comme différents types de langages sur Terre, ce qui donne déjà un aperçu d'une première difficulté si on veut communiquer avec des aliens, c'est que rien qu'entre nous, on a des difficultés à comprendre des langues étrangères et avec lesquelles on n'a pas eu de contact préliminaire. Ça fait penser à ce que vous citez dans votre ouvrage, la nouvelle « Voulez-vous parler avec moi ?» de Robert Sheckley, dans lequel là on est confronté à des aliens qui ont un langage évolutif en fait, qui changent de type de langage en cours de chaque jour quasiment. Oui. Alors c'est un gag, hein, mais c'est un auteur qui est très très fort pour ce type de gag. Donc là, ce qu'il s'est amusé à faire, c'est à mettre en scène donc, ce qu'on appelle la diachronie, c'est-à-dire le fait que les langues évoluent avec le temps, que par exemple le français que l'on parle actuellement, c'est le français contemporain, qu'avant il y a eu le français moderne, qu'avant il y a eu le moyen français, qu'avant il y a eu l'ancien français, et que si on vous présente comme ça des textes écrits au 11e ou 12e siècle, vous n'allez a priori pas comprendre grand chose parce que la langue a tellement évolué que même les systèmes de conjugaison, les pronoms ont changé et donc on ne retrouve plus aucun repère. Par exemple, si on pense au film Perceval de Éric Rohmer, qui est en ancien français, ancien François du Moyen-Âge, on vaut ne mieux comprend pas grand-chose. qu'il y ait un sous-titrage, sinon on est mal. Et bon, et il y a en plus le fait qu'on ne sait même pas comment ça se prononçait exactement à l'époque. C'est un autre problème. Donc, Sheckley, ce qu'il s'est amusé à faire, c'est à partir d'une théorie des stades qui était une hypothèse un petit peu vague, pas très ancrée dans des aspects scientifiques très solides. Et il a imaginé une planète où les aliens, pour se défendre des envahisseurs humains, font évoluer leur langue de manière rapide, mais à tel point que de jour en jour, on voit les changements. Et donc, le pauvre humain qui arrive, qui essaye de prendre des notes, de voir la grammaire un petit peu, de prendre ses repères, en fait, ces repères sont bousculés continuellement et donc il n'arrive même pas à communiquer et il finit par repartir. Ouais. Et ça, juste avec des variantes de grammaire qui sont finalement terriennes. Donc ça montre l'étendue des possibles. Alors oui, si on passe aux aliens et qu'on imagine qu'il y ait des dizaines de familles de langues autres que celles que l'on connaît, alors là, on peut aller très 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 loin. Encore un élément sur les langues terriennes dans votre bouquin qui m'a marqué, vous parlez des phonèmes. Alors comment est-ce qu'on pourrait définir les phonèmes? Une unité de son. En gros, pour le français, c'est simple, c'est les voyelles et les consonnes. Alors, pas telles qu'on les apprend à l'école, c'est-à-dire avec les lettres, A, E, I, O, U pour les voyelles et puis B, C, D, etc. pour les consonnes, mais telles qu'on les prononce. Donc, au lieu d'avoir 26 lettres, des phonèmes, il y en a 36 ou 35, enfin bon, ça varie un petit peu. Et des voyelles, il y en a beaucoup plus que 5 parce qu'il y a par exemple les nasales en on, un. Donc, qui pose tellement de problèmes aux étrangers souvent pour apprendre le français. Exactement. Alors il y a les nasales qui peuvent poser des problèmes. Il y a le U aussi. Le U est pas très fréquent alors que le OU l'est plus. Donc U et OU, ce sont deux phonèmes. Ouais. Alors donc on compte à peu près 920 phonèmes humains répertoriés, c'est ce que j'avais lu. Il y a une base, qui répertorie ça, qui dénombre ça à partir de nombreuses comparaisons de langues orales. Ouais. Et encore une fois, ça donne une infinité de combinaisons possibles, puisqu'en moyenne une langue c'est environ 32 phonèmes, avec certaines langues africaines extrêmement riches qui en comptent 140. Mais grosso modo, il y a encore une fois rien que sur Terre énormément de phonèmes qui pourraient être une barrière de compréhension entre nous. Exactement. On a un corps physique, on a un organe qui nous permet théoriquement de prononcer, alors peut-être même des milliers de phonèmes. Et parmi cette
de possibilités, on en prend un certain nombre que l'on apprend dès notre plus jeune âge, et il paraît même avant même que l'on naisse, on les entend. Dans le ventre déjà. Exactement. Et petit à petit, on réduit notre perception à un système qui fonctionne bien par des oppositions, et donc dans lequel il y a quand même un nombre faible de phonèmes, ou alors on s'en sort plus du tout. Ça veut dire qu'on perd en capacité de prononciation de phonèmes, on perd aussi en capacité d'écoute, on arrive moins à entendre certains phonèmes. Oui, tout à fait. Et un enfant bilingue, du coup, parlera toujours mieux, par exemple français et anglais, il parlera mieux l'anglais que quelqu'un qui n'apprend l'anglais qu'à partir de 7 ans, 8 ans, 9 ans ou même après. Parce qu'il a entendu les sons de l'anglais dès son plus jeune âge, et ça l'a formé en quelque sorte à bien les percevoir et aussi à bien les prononcer. Oui, moi qui ai du mal déjà à comprendre certains phonèmes anglais, je vous laisse imaginer avec des phonèmes venus d'ailleurs. Voilà les horribles Jawa de la planète Tatooine et autres sons mixés de espèce de petits combos de Star Wars qu'on vous a préparé. Là, on entend bien évidemment cet obstacle possible énorme. C'est-à-dire que quand on est confronté à en plus des phonèmes prononcés par d'autres espèces, ça devient compliqué de les entendre, encore plus de les reproduire. Ah oui, alors là, un contact avec Chewbacca, quand on ne connaît absolument pas les catégories de grognement qu'il est capable d'émettre, c'est pas évident. En gros, il faut passer par des enregistreurs, il faut essayer d'analyser les spectres audio, essayer de trouver des régularités, des variations aussi, donc, et puis essayer de comprendre tout ça. Il y a un sacré boulot. Détacher les mots, détacher les phonèmes. Voilà, les ce phrases, qu'on appelle la segmentation. Donc on a un flux audio, et puis dans ce flux audio, il faut arriver à segmenter les sons pour arriver au système de la langue. Et ça paraît simple comme ça, on se dit, il suffit de couper le signal à tous les millisecondes ou autre. En fait, c'est beaucoup plus compliqué, parce que si par exemple je vous demande de prononcer 1h30, pas grand monde va dire 1h30. Le D va disparaître, et on va dire 1h30, en fait, 1h30, parce que du fait du phonème qu'il y a avant, du phonème qu'il y a après, il y a ce qui s'appelle un phénomène de coarticulation qui fait que la production d'un phonème dépend de son contexte, et ça n'aide pas à segmenter. Donc 1h30 en langage Chewbacca, suivant le contexte, il y a différents grognements qui veulent dire la même chose, et c'est voilà. On peut exactement, c'est exactement ce qu'on peut imaginer, oui. Et vous mentionnez aussi dans votre bouquin les autres pièges possibles si on se réfère à notre langue. Il peut y avoir par exemple des homonymes de grognements. Alors je suis en tête, mais je vais pas le faire. Mais deux grognements de Chewbacca qui finalement, suivant le contexte, ont un sens totalement différent. Comme nous, on peut avoir un sens entre un saut et un saut, qui peuvent être des choses différentes. Exactement. Alors ça, c'est un point qui est assez important. C'est que les langues humaines ont des homophones, alors, des mots qui se prononcent de la même façon, mais qui ne sont pas les mêmes. Un avocat peut être mon avocat est pourri, je vais en prendre un autre. Contexte, même sur 2-3 phrases comme ça, il y a une ambiguïté qui perdure entre est-ce que c'est un fruit ou un homme de loi. Donc c'est pas le même mot, mais ça se prononce de la même façon. Puis il y a des mots, le mot je par exemple, J-E-U, qui est polysémique, c'est-à-dire que bien que ce soit le même mot, en fonction de l'objet dont il est question, en fonction du contexte dans lequel il est énoncé, il va vouloir dire quelque chose de plus ou moins proche. Par exemple, alors le jeu d'une porte, c'est le fait qu'il y a un petit espace et que ça bouge et que voilà, ça peut faire un peu de bruit par exemple, mais donc ça n'a pas grand-chose à voir avec le jeu d'échecs ou le jeu de Go. Alors pour ajouter encore une
une complexité, un frein possible. L'environnement peut énormément influencer notre façon de parler. C'est là que les mondes aliens peuvent ouvrir une infinité d'imaginaires possibles suivant le type d'air qu'on respire, suivant l'altitude, suivant ce genre de choses. Un anthropologue, Caleb Everett, a parlé de cette hypothèse que l'environnement, par exemple l'altitude, influençait, ne serait-ce que chez les humains, la façon ou les capacités à prononcer certaines consonnes. Oui, alors ça pourrait être un des arguments qui expliquerait que les natifs de telle ou telle langue font le choix de 10 phonèmes plutôt que 15 ou que 20 et lesquels dans les 10. Après, c'est une hypothèse parmi d'autres. Ouais. On ne sait pas vraiment. Ce qui est sûr, c'est que on répète les phonèmes que nos parents nous disent. Ouais. Et donc, dès le début, on est quand même dans une espèce de carcan où même si un bébé fait du baby, très très vite, il va se restreindre aux phonèmes qu'il entend autour de lui et pas à d'autres. Ouais. Alors ce n'est qu'une hypothèse, hein, vous le soulignez, mais je l'aime bien parce qu'elle montre un petit peu à quel point les façons de s'exprimer peuvent différer suivant notre environnement. Il parle de consonnes éjectives, donc celles qui impliquent la fermeture de la glotte et la remontée du larynx, qui seraient plus fréquentes en haute altitude, peut-être parce que à plus faible pression atmosphérique, on aurait moins besoin d'efforts pour prononcer ces phonèmes-là et pas besoin éviter d'expulser de l'air permettrait d'économiser de l'eau par exemple aussi. Donc le contexte évolutif aurait influencé la langue, quoi. Voilà, là c'est un argument qui vient de la physiologie humaine et qui va dans le sens de l'économie. Il faut que quand on parle, ce soit efficace. Il faut que on n'ait pas à prendre des heures et des heures pour donner une explication, raconter une histoire. Et du coup, on va à ce qui marche le mieux et ce qui fait en sorte qu'on dépense le moins d'énergie possible. Bon, c'est une hypothèse, hein, mais c'est vrai que voilà. Alors, pour espérer pouvoir communiquer avec les aliens, une des grandes questions, c'est est-ce que le langage peut être universel ou est-ce qu'il est de façon inévitable, scindé entre différentes façons étanches de s'exprimer. C'est ce que vous résumez à travers le débat entre deux théories. La théorie de Sapir-Whorf et celle de Noam Chomsky, le linguiste Noam Chomsky, qui ont deux visions différentes comme ça de l'étendue des langages. Est-ce que vous pouvez nous résumer ces deux théories ? Oui, alors ça en plus, ce sont des théories qui ont été beaucoup utilisées en science-fiction. Du coup, en général, ceux qui en ont lu un peu, ils connaissent à peu près bien. Donc, il y a Sapir-Whorf. Donc, en fait, c'est les noms de deux anthropologues et linguistes, Sapir et Whorf, qui ont émis une hypothèse en étudiant une langue en Amérique du Sud. D'accord. Et en étudiant en particulier le système des temps verbaux, qui se sont dit la langue que l'on apprend a une influence sur la manière dont on perçoit les événements du monde, dont on perçoit le monde. Ça a après été étendu aux couleurs, par exemple. Imaginons une langue où les termes de base de couleurs sont rouge, bleu, vert. Il n'y en aurait que 3. Du coup, un arc-en-ciel, on le décompose d'une autre façon qu'un locuteur d'une langue qui aurait une dizaine de termes pour le même arc-en-ciel. Notre réalité change suivant la langue qu'on Alors là, en tout cas, on est plus sensible à certains aspects que d'autres en fonction de la langue que l'on a appris. Et il y a un exemple très célèbre qui est sur les termes pour la neige pour les Inuits. Enfin, encore faut-il savoir lesquels, etc. Mais on suppose qu'ils ont énormément plus de termes pour expliquer qu'il y a une neige qui est collante, il y a une neige qui tient, il y a une neige que l'on peut casser facilement, et ainsi de suite, parce qu'ils vivent dans un environnement où ils sont confrontés en permanence à plusieurs types de neige. Alors que nous, en France, quand il neige, on dit il neige, quoi. Voilà, on va on pas est moins poétique. On a moins de termes, ou alors il faut qu'on fasse des constructions, c'est-à-dire qu'on ajoute des adjectifs ou des subordonnés, voilà, ce que l'on fait aussi très facilement.
Mais donc voilà, Sapir-Whorf, c'est un peu cette hypothèse-là que nos catégories linguistiques ont une influence sur notre manière de percevoir. Et la science-fiction s'est emparée de cette hypothèse, mais comme elle le fait très souvent, c'est un peu un laboratoire où on va un peu à l'extrême. Ouais. Elle est allée au bout de l'hypothèse jusqu'au point d'affirmer que nos catégories linguistiques déterminent notre façon de percevoir, quitte carrément à recabler les neurones de notre cerveau. Et c'est ce qui amène dans certaines œuvres à voir des gens apprendre une langue d'alien et changer, à avoir par exemple des visions, je dirais pas de quelle œuvre je parle. Mais on va pas spoiler, mais je vois de quoi vous parlez. Ouais. Parce que leur cerveau est recablé et du coup ils perçoivent là carrément le monde d'une autre façon qui est beaucoup plus proche de celle des aliens. Quant à Chomsky... la version du coup plutôt universalité du langage, quoi. Voilà, alors en tout cas c'est une de ses idées parce qu'il en a eu plusieurs. Hein. Ouais. Donc Chomsky c'est un linguiste parmi les plus connus que l'on cite le plus au monde. Ouais. Il faisait l'hypothèse que la capacité à gérer un langage était innée. Et que quand on voit un certain nombre de phrases d'une langue, on peut voir la structure de surface, mais on peut aussi étudier une structure profonde. D'accord. Qui, alors, là, j'étends un petit peu, de même que l'on fait un certain nombre d'auteurs de science-fiction, qui se rapprocherait d'une langue universelle. Ouais. Et c'est une idée qu'on aime bien, parce qu'on aimerait bien qu'il existe une langue tellement universelle qu'on n'aurait aucun mal à l'apprendre, qu'elle pourrait être le moyen de parler avec n'importe qui dans le monde entier, et donc potentiellement aussi avec des aliens. Ce qui est encore une fois bien sûr une hypothèse. Une des façons qu'ont eu les chercheurs et les auteurs de science-fiction d'imaginer une langue universelle, c'est de se pencher du côté des lois de la physique. All of this is one little girl's bedroom, every moment. It's infinitely complex. They have access to infinite time and space, but they're not bound by anything. They can't find a specific place in time. They can't communicate. That's why I'm here. I'm gonna find a way to tell Murph, just like I found this moment. How, Cooper? The love, Tars, love. It's just like Brand said. My connection with Murph, it is quantifiable. It's the key. Voilà un extrait du film Interstellar, magnifique film de Christopher Nolan de 2014. Alors désolé pour le spoil si vous ne l'avez pas vu, mais c'est pas grave, il faut le voir quand même. C'est un film qui à la fin finalement dit que la langue universelle c'est la gravité. En tout cas c'est par la gravité qu'il arrive à communiquer et à transmettre des messages à l'humanité. C'est une des pistes envisagées par les chercheurs ou par les auteurs de SF, c'est passer par ces voies de la physique qui a priori de ce qu'on en sait sont universelles. Ça pourrait être un moyen de communication efficace. Alors ce que l'on voit dans le monde avec le nombre de langues qui sont parlées, c'est au contraire la diversité des langues humaines. Et donc ça va un peu à l'encontre de l'universalité. Et les linguistes ont bien du mal à trouver des universaux que l'on retrouverait par exemple dans les 7000 langues qui sont parlées actuellement. Ouais. On n'y arrive pas. Donc une autre façon de voir les choses, c'est de partir de zéro et de prendre en compte ce que l'on pense être universel, à savoir les lois de la physique. Donc la gravité est un très bon exemple, oui. Ça pourrait être aussi la fréquence de je sais pas quoi, de l'hydrogène, enfin de telles molécules, enfin des choses qui relèvent de la physique et de la chimie. Oui, par exemple, en chimie, c'est ce que l'ouvrage aussi omnilingual de Bim Piper, qui prend ce tableau périodique des éléments comme base de clé de traduction, en fait, c'est ça en quelque sorte. Voilà, mais alors après, il faut arriver à partir de ça et à en créer une langue. Ça, c'est encore autre chose. Il y a un pas assez énorme à franchir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette voie, elle est suivie par quelques personnes dans le monde, dans une discipline qui n'est pas encore vraiment une science.
qui cherche un peu sa voie, puis qui de toute façon reste assez aléatoire puisqu'on n'a jamais vu d'alien, donc pour l'instant, ça oui, reste hypothétique. Donc qui s'appelle l'astrolinguistique et qui consiste à prendre comme base des principes de logique assez universels. Ouais. Pour arriver à créer une langue à partir d'éléments comme par exemple des variables et des prédicats. Donc ce qu'on apprend en logique au lycée ou après, et à essayer d'arriver à introduire terme après terme les mots qui feraient une langue un petit peu de base. Et à émettre potentiellement des messages dans cette langue, dans l'univers. Oui. Il y a le cas que vous mentionnez du Linkos, c'est ça, une des langues les plus utilisées en astrolinguistique. En fait, c'est un peu un terme qui sert pour toutes ces tentatives-là. Il y en a eu plusieurs. Il y en a une actuellement, qui a été mise en œuvre par un professeur d'informatique en Allemagne qui s'appelle Hollengren, et donc dans un livre qui est paru en 2012, je crois, donc qui s'appelle Linkos pour Lingua Cosmica, et où il essaye de montrer en gros toutes les étapes qu'il faudrait arriver à franchir pour, en partant de choses extrêmement simples comme les nombres, la suite des nombres premiers par exemple, qui est un message de base dans le film Contact de Zemeckis. C'est une suite de nombres premiers qui sont communiqués. Voilà, c'est ça. Et parce que ça, on sait que ça peut pas être le fruit du hasard ou du bruit du bruit ambiant, quoi. C'est forcément un signe qui a une intelligence qui a émis ça. Oui, c'est un des principaux enjeux quand on veut émettre des signaux, on va en parler, c'est de se différencier de ce qui pourrait être un signal naturel. Comment montrer que c'est un signal qui est vraiment émis volontairement, voilà. Oui, le premier but en astrolinguistique, c'est de signaler qu'on est là. Et pour ce faire, il faut qu'on émette un message qui, par lui-même, montre qu'il est artificiel et qui ne vient pas d'une supernova, d'une éruption volcanique ou n'importe quoi. Ouais, donc c'est une suite de nombres premiers dans Contact, et dans Premier Contact, un autre film, c'est la suite de Fibonacci qui est utilisée pour montrer là encore que c'est bien une intelligence qui a émis le signal, quoi. En particulier dans le livre qui est à l'origine du film, qui est une nouvelle de Ted Chiang, qui s'appelle L'histoire de ta vie. C'est ça, ouais. Et la suite de Fibonacci, voilà, c'est pareil, ça ressemble un peu à la suite des nombres premiers, mais en gros, ce qui est sûr, c'est que c'est quelque chose qui est artificiel et donc qui signale une intelligence, mais sans arriver à avoir un message sémantique du genre bonjour, nous habitons à tel endroit, nous serions prêts à vous rencontrer. Ça, c'est beaucoup plus compliqué parce que ça, faut avoir les termes, faut avoir la modalité qui permet de dire là je vous pose une question, ou là je vous donne une information, est-ce que vous pouvez m'en donner une en échange, et ainsi de suite. Ouais. Alors entre les lois de la physique extrêmement rigoureuses et les langages extrêmement riches, il y a une voie médiane, peut-être plus poétique, celle de la musique. Plus vite, plus vite. La fameuse musique du film Rencontre du troisième type. Je dis une voix plus poétique, mais finalement c'est aussi utiliser les voies de la physique, utiliser de la musique pour communiquer. Ça suppose tout de même qu'on a ce canal de communication là qui soit les ondes sonores. Ah oui, alors ça par contre, ça ne marche que dans l'air. Donc ce qui limite déjà le... Ce qui limite pas mal, ça marche bien pour des extraterrestres qui débarquent sur Terre. Si c'est nous qui débarquons dans une galaxie ou une planète où il n'y a pas d'atmosphère comme on la connaît, ça risque de... Enfin, les ondes, de toute façon, ça c'est universel. Mais le son, c'est qu'une catégorie d'ondes. Par contre, ce qui est sûr, cet exemple-là, il tombe bien parce que c'est exactement le même cas que la suite des nombres premiers, en fin de compte. C'est-à-dire qu'on a une suite de notes
qui montre par elle-même qu'elle est artificielle, donc qui signale une intelligence, mais on est incapable de dire quel est le message lié à cette suite de notes. Est-ce que c'est bonjour? Est-ce que c'est autre chose? On n'en sait rien. Et le film ne donne pas de réponse à ça. Il s'arrête là, en fait. Il s'arrête à l'échange, au contact visuel, mais il va pas plus loin. Alors, on va venir à la façon de peut-être aller plus loin que le premier coucou. Avant ça, un petit mot sur justement ces tentatives de communication dans la vraie vie. Historiquement, il y a eu des choses assez incroyables, puisqu'à une époque pas si lointaine, on pensait que Mars pouvait être habité. On ne savait pas encore que c'était un désert rouge et sec. Enfin, sec, c'est une autre question qu'on a abordée dans un autre podcast, la question de l'eau sur Mars. Mais bref, vous rappelez-vous dans votre bouquin qu'historiquement, on a eu plein de tentatives assez farfelues de signaler aux Martiens notre présence sur Terre. Il y a des gens qui ont imaginé que si les Martiens sont avancés technologiquement, ils vont peut-être nous voir grâce à des télescopes et donc on va peut-être arriver à faire des messages. Mais pour ça, il faudrait qu'ils soient quand même assez gros pour être très visibles. Et donc, on a imaginé creuser des canaux dans le désert, mettre du pétrole dedans et mettre le feu pour que ça fasse des sortes de grandes lettres très visibles. Comme pour un naufragé, en fait, voir des voilà, choses, comme exactement un message de type au secours ou coucou, on est là. Il y a des gens qui ont imaginé faire le même genre de choses, mais sans consommer trop de pétrole, avec juste des systèmes de miroirs. Donc c'est assez amusant aussi. Un peu plus écologique déjà. C'est plus écologique. Et très très vite, en fait, on est arrivé aux ondes. Et alors voilà, ce qu'est le langage, a priori, un langage universel qui se répand dans l'espace, ce sont les ondes électromagnétiques. Les ondes électromagnétiques. On en envoie depuis 1974, c'est ça l'envoi du premier message électromagnétique envoyé depuis le radiotélescope d'Arecibo, donc le 16 novembre 1974, qui a été envoyé vers l'amas globulaire Messier 13, donc à 22 200 années-lumière de nous. C'est-à-dire que dans le meilleur des cas, si on s'est pas trompé, ils recevront le message dans 220 000 ans, enfin 22 200 ans. Et encore. Et nous la réponse dans 44 000 ans. Faut pas être trop pressé. Mais depuis, on a développé énormément enfin, on a comment dire, répété cette technique. On envoie beaucoup de messages radio dans l'espace. Je sais pas si on en envoie beaucoup, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que. Il y a le SETI par exemple, qui reçoit lui, et le METI qui en envoie. C'est ça. Oui. Alors le SETI est à l'écoute, le METI essaye d'émettre, sauf que émettre, ça coûte de l'énergie, surtout quand on ne sait pas où émettre. Comme vous le dites, là, on dirige le message vers un amas très, très, très précis. Bon, bah, s'il n'y a pas d'alien à cet endroit-là, c'est foutu, quoi. Ça, c'est un coup dans l'eau. Certains essaient quand même de penser une façon un peu moins aléatoire de viser. Il y a le projet Breakthrough Listen de Yuri Milner, le milliardaire russe, qui lui s'est dit, puisque, alors d'après ce que vous nous disiez tout à l'heure sur la façon d'être visible depuis l'espace, on pourrait potentiellement être visible par exemple depuis l'époque romaine où on a émis de la pollution au plomb dans l'atmosphère qui pourrait signaler notre présence sur Terre. Et donc si des aliens nous ont repérés à cette époque-là, le message qui parviendra aujourd'hui serait ceux qui ont été émis depuis une distance telle qu'il n'arriverait qu'aujourd'hui. Je ne sais pas si je suis clair dans la façon que j'ai de l'expliquer. Oui, en fait c'est le même principe avec les émissions qu'on a pu faire quand il y a eu les télés qui sont apparus. Donc, aux alentours des années 40, il y a eu les premières émissions hertziennes. Et du coup, celles-là, elles voyagent dans l'espace. Alors, elles vont assez lentement. Et elles signalent éventuellement notre présence. Et elles signalent carrément, oui. Et même, elles le signalent peut-être même plus que maintenant, parce que maintenant qu'on passe à la fibre optique et tout ça, on n'émet plus dans l'espace. En tout cas, moins. Mais alors, le problème est exactement le même. C'est-à-dire que ce sont des ondes. Ça va à une certaine vitesse. Qui est toujours la même. Donc Et si les aliens habitent très très loin, ils vont mettre un temps absolument énorme avant d'arriver à percevoir ce qu'on a émis. Et nous, on mettra le même temps encore en plus pour
obtenir une réponse. Ouais, donc c'est une conversation assez frustrante finalement. Et on sait pas non plus de toute façon ce qui est la meilleure chose à envoyer, parce qu'on envoie des signaux, mais alors souvent on envoie des données mathématiques, de la géométrie, des choses qui sont censées représenter l'espèce humaine. Il y a aussi par exemple les cas des sondes américaines envoyées, les sondes Voyager 1 et 2 qui ont envoyé des vidéodisques avec des extraits sonores en plein de langues différentes, et avant elles, les sondes Pioneer qui avaient envoyé les fameuses plaques, notamment détournées par Alexandre Astier, dont je vous conseille le spectacle L'Exoconférence, qui se moque de ces plaques, parce qu'on voit énormément de choses absurdes dessus, totalement incompréhensibles déjà par des terriens. C'est ça. Donc par des aliens, ça peut être compliqué d'analyser ces messages-là, qui sont des schémas, qui sont censés représenter avec des pulsars, avec de l'hydrogène, des messages universels. Mais voilà, la question du contenu du message à envoyer, déjà, n'est pas évidente. Oui, alors on parlait du film Contact. Donc, ce film est issu d'un livre de Carl Sagan, qui est le concepteur de la première plaque. C'est ça, ouais. Dans la plaque, on voit une espèce de schématisation du système solaire. Qu'un humain normal arrive peut-être à décoder, peut-être pas. En tout cas, c'est pas évident, ça c'est sûr. Et en plus, on s'est trompé parce qu'on a mis Pluton dans le schéma qui n'est plus une planète. Maintenant, n'est plus une planète. Oui, donc, alors en plus, ça peut évoluer. En plus, on passe pour des branques, donc super. Ça n'aide pas. Oui. Et surtout, ce qui aussi a fait l'objet de critiques, de parodies, de pastiches dans tous les sens, c'est le fait qu'on voit un homme et une femme. Alors au début, il se tenait la main, finalement, il se tient plus la main. C'est l'homme qui fait un signe de bonjour et la femme elle dit rien, super. Alors il faut préciser qu'ils sont nus en plus, un homme et une femme nus. Et en fait, pour la petite histoire, c'est la femme même de Sagan qui a fait le dessin, donc en quelques heures comme ça sur un bout de table, on va dire. Donc bon, comment dire, on peut dire que c'est pas très sérieux, on peut dire que de toute façon fallait faire une initiative, on savait pas trop quoi, voilà, on a fait ça, au moins ça a été fait, c'est déjà ça. Ça ressemble quand même à des bouteilles envoyées à la mer, quoi. Oui, sachant qu'en plus il y a vraiment très très peu de chances que ces bouteilles atterrissent quelque part, dans la mesure où elles sont très très lentes à l'échelle galactique. Ah oui, alors là elles sont encore bien plus lentes que les ondes. Ouais. Donc les sondes, en l'occurrence les premières, un Pioneer avec ces fameuses plaques, elles sont à peine sorties. Non, pardon, c'est les sondes Voyager qui sont là. La sonde Voyager 1 vient de sortir du système solaire officiellement il y a pas très longtemps. Donc c'est dire s'il reste du chemin avant de rencontrer d'éventuelles civilisations extraterrestres. Voilà, exactement. Et puis alors dans les disques qu'il y a eu après, il y a effectivement, je crois, un message de bonjour qui a été enregistré en 50 langues humaines. Mais avec un choix de langue qui n'était pas forcément très pertinent. Et si vous les écoutez, on sent que le français n'a pas été dit par un français. Enfin. Ah oui. On sent qu'il y a un petit accent. Oui. Et il y a aussi des images. Alors je crois qu'il y a des images d'un humain en train de boire, de manger. Si on est incapable de décoder une image, de retrouver où le sens, enfin le mode de codage du fait que c'est une matrice de pixels et tout ça, de toute façon le message il est incompréhensible. Ouais, donc l'idéal reste évidemment de se retrouver face à face avec un alien pour espérer pouvoir se comprendre. Menaloine, trakta satundi mondo chiwen meta lakta liguna. Ispeo bena krasma feru junna. Teno ferji hamas meta trutkid zid handla. Suk. Dopo metimbakta seno voi. Tito male ne palela. Feno. Kiko hamas stato un tru. Pam sono doppia da dindo scala. Nella dindo. Ugela boom. Boom, yeah. I understand boom. Bada boom. Big. Yeah, big bada boom. Big. Bada big boom. Big. Yeah. Boom. Yeah, big bada boom. Bada boom. Big boom. Big bada boom. Big Badaboom, le premier message compris entre un alien et un humain, peut-être un jour. Un extrait du 5e élément, le film de Luc Besson de 97, où Corbin Dallas se reçoit dans son taxi par accident une alien Lilou. Et donc l'onomatopée devient le premier élément de communication compréhensible, c'est-à-dire le contexte apporte une éventuelle élément de compréhension. C'est pour ça que c'est important, vous dites, d'être face à face pour espérer pouvoir se comprendre. Ouais, puis alors là c'est amusant parce que dans l'exemple finalement au début elle parle, on comprend rien, et on sent bien qu'il faut une accroche, il faut un premier point commun. Ou alors, ça mène à rien. Donc, c'est tout l'avantage de la communication de face à face par rapport à la communication
à distance, en particulier quand celle-ci met 22 000 ans entre chaque énoncé. Là, au moins, on est en direct, donc c'est immédiat, et donc on progresse par essai et erreur. Et dès que Lilou dit boum, l'autre il dit ah boum, ça je comprends, et du coup il réagit, l'autre également, et il y a un semblant d'échange qui commence à se construire. Je parlais en introduction de pierre de rosette galactique. Il faut cette espèce de pierre de rosette, c'est-à-dire un premier élément commun pour, à partir de cet élément-là, pouvoir développer d'autres éléments de traduction lexicale. Alors, la pierre de rosette, c'est un cas un peu particulier parce que c'est un cas de décryptage d'une écriture a posteriori. C'est pas en communication de face à face. Oui, c'est décrit. Ouais, c'est pas le même principe. C'est plus une recherche de correspondance quand on a déjà des connaissances sur une langue dont on sait qu'il y a une traduction dans la langue qui est celle que l'on cherche à comprendre. Non, là plutôt on est dans le cas de la référence, et en particulier la référence à des objets. Donc, quand on est en communication de face à face, en général, on est dans une pièce, enfin dans un environnement où il y a des objets, ne serait-ce que les interlocuteurs eux-mêmes. Et donc, si on n'arrive pas à trouver de premiers mots qui nous servent à ancrer un petit peu la communication, on va... Nous, en tout cas, c'est ce qu'on fait quand on communique avec des peuplades dont on ne connaît pas la langue. On va utiliser le geste de pointage et on va, par exemple, se désigner en donnant son nom en même temps, et comme ça, on signale qu'on est en train de se nommer et que le son que l'on produit est le nom. Et donc, il va falloir l'apprendre et éventuellement que l'autre fasse un peu le même exercice. Ouais. C'est ce que vous appelez aussi finalement une communication multimodale, c'est-à-dire qui puisse mêler à la fois le son et finalement joindre le geste à la parole en fait. C'est exactement ça. C'est, on joint le geste à la parole parce que si on se contente de parler sans bouger, sans faire un mouvement ni rien, ça reste un flux audio dont on n'arrive pas à détacher un mot pour se dire là ce mot il désigne tel ou tel objet. Alors qu'avec le geste, c'est justement cette action-là que l'on peut faire. Si on parle en face à face et qu'il y a en présence un objet, que ce soit une table ou une chaise, il suffit qu'on fasse un geste vers la table et qu'on dise le mot table pour que l'autre puisse arriver à comprendre qu'on est en train de nommer l'objet. Oui, pour développer un mode d'emploi de cette façon de communiquer face à face, il y a un film qui vient d'un livre que vous mentionnez qui en parle très bien, c'est Premier Contact. I think those are their names. Voilà, donc un extrait de Premier Contact de Denis Villeneuve, film sorti en 2016 et donc inspiré, vous le disiez, adapté d'un bouquin redites-moi le nom de ce... De Ted Chiang. C'est ça, de Ted Chiang. Et dans ce film, on voit bien qu'il faut passer à la fois par le visuel et l'écrit pour qu'ils apprennent à échanger chacun dans leur langue, leur prénom, donner des éléments de contexte. Si on essaie de développer un mode d'emploi simplifié, je vous cite dans votre ouvrage, la première étape, c'est d'abord d'apprendre à identifier le oui et le non, pour d'abord savoir si on se comprend, si on peut infirmer ou affirmer des hypothèses. Et oui, parce que comme on progresse par essai et erreur, on ne progresse bien que si on sait si on se trompe ou si on est dans la bonne voie. Et pour ça, il faut avoir la possibilité de demander à l'autre, est-ce que là, je suis bon ou pas, quoi. Alors ça, on ne le voit pas trop dans le film. Par contre, c'est un point qui est pas mal évoqué dans l'histoire écrite. Dans le film, c'est une étape qui est un petit peu évacuée, mais bon, on comprend que ça marche quand même. Ce qui est sûr, c'est que c'était bien de voir enfin un film qui montre les étapes du contact une par une, en prenant le temps, parce que c'est un processus qui forcément demande un temps fou.
Et du coup, on voit au début la linguiste donc, qui s'appelle Louise Banks, qui se désigne elle-même. Alors, au début, elle utilise un écriteau sur lequel elle a écrit humain. Un petit peu après, elle a écrit Louise. Et puis, on la voit faire des gestes aussi. Hein. Et à un passage, elle fait des gestes vers les deux aliens. Et donc là, on sent qu'elle leur demande comment eux, ils s'appellent pour les inciter à produire le signe, puisque donc, ils sont passés à l'écrit, les signes qui correspondent à leur nom ou à l'équivalent de humain dans leur race, donc heptapode, puisqu'il s'agit de... Oui, le film suppose qu'il y ait des gestes quand même qui soient pour le coup universels, parce qu'on est face à des heptapodes, donc des espèces de poulpes géants, qui n'ont donc pas de mains comme nous, mais on suppose qu'ils aient aussi cette espèce de référence du pointage pour se désigner et pour comprendre qu'une main équivaut à une tentacule de poulpe et la même fonction finalement. Et oui, on a un peu du mal à sortir de l'anthropomorphisme, exactement. Ouais. Mais parce que si on n'a pas ça, le problème c'est qu'on ne sait pas on sait pas où peut être un point de contact et finalement on se retrouve dans des cas que l'on connaît bien, à savoir la communication sur Terre avec des dauphins, avec des lions, avec des insectes, avec les abeilles ou les fourmis, quoi. Et là on voit bien que il n'y a pas de geste de pointage, il n'y a pas de choses comme ça et on n'arrive pas à communiquer avec eux. On y arrive éventuellement un petit peu par la technologie, c'est le biais où on se met, nous, à la place de ces animaux-là. On peut avoir des robots qui miment l'action des abeilles. En particulier, voilà. Il y a des gens qui ont fait tout le décodage de la danse des abeilles et qui l'ont implémenté dans un petit robot qui se mêle aux abeilles et qui arrive à communiquer avec elles. Mais c'est un super pas, parce que c'était quand même pas évident à la base. Mais en même temps, on est incapable de parler aux abeilles et de leur poser une question comme on aurait envie de le faire avec un alien. Ouais. On a même publié, pour l'anecdote, sur Uzbek Erika il n'y a pas très longtemps, un article sur des chercheurs qui avaient mis au point des robots qui permettaient à des abeilles et à des poissons de communiquer entre eux. Il y a un robot abeille qui donne un élément à un robot poisson, et donc les abeilles et les poissons s'étaient coordonnés dans leur façon de se déplacer. C'était assez incroyable. Et les chercheurs espèrent comme ça, effectivement, qu'on puisse un jour apprendre à communiquer et à dire à des oiseaux, par exemple, d'aller pas dans tel aéroport, c'est dangereux pour vous. Voilà, essayer de vraiment établir une communication en passant par la technologie. Ça, c'est une voie, même pour des aliens. Si on pense aussi à d'autres éléments technologiques comme l'intelligence artificielle pour traiter beaucoup de données, est-ce que ça permettrait d'accélérer? Ça pourrait être effectivement un média aussi, oui. Exactement. Ouais. Alors, si on reprend le fil, on avait la première étape, donc apprendre à dire oui et non. Est-ce qu'après, une fois qu'on a réussi à comprendre le oui et le non, quelle est l'étape suivante pour apprendre à peut-être développer un lexique alien? Oui, donc dans le film et dans le livre, il y a un exemple de piège qui est donné. C'est des explorateurs humains qui arrivent en Australie, qui voient donc des indigènes, qui voient un kangourou qui détale et qui demande à l'indigène « mais c'est quoi ça ?» Et l'autre, il répond « kangourou ». Donc très bien, il note, voilà, ça c'est le nom de l'animal, on a une nouvelle espèce, elle s'appelle le kangourou, c'est parfait. Et puis un peu après, non, en fait, kangourou, ça veut dire, j'ai rien compris à ce que vous me dites. Donc ça c'est une anecdote que Louise Banks, donc le personnage du film, narre au colonel Weber de l'armée américaine qui veut avoir des résultats vite et rapides pour lui montrer que non, ça marche pas aussi facilement, ça peut pas se faire aussi vite et il y a des étapes. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Et du côté des sciences, il y a un philosophe du langage qui s'appelle Quine qui a développé une théorie autour du mot gavagai, où c'est en gros à peu près le même cas, c'est-à-dire un lapin blanc qui détale dans la garenne. L'indigène dit le mot gavagai et
tout le jeu, c'est est-ce que c'est le mot qui désigne le lapin? Est-ce que c'est le mot qui désigne la couleur blanche? Est-ce que c'est le mot qui désigne le fait de courir? Ou est-ce que c'est carrément un mot qui désigne attention, faut faire attention à ces bêtes-là? Ou même au secours, un lapin blanc, ça porte malheur. Enfin, on peut imaginer des tas et des tas de cas possibles. Et, comment on s'en sort alors de ces... Voilà. Et donc, pour faire bien, mais encore faut-il prendre le temps, ce serait d'arriver à se mettre en condition pour avoir le même type de situation avec juste un paramètre qui change. Par exemple, c'est plus un lapin blanc, c'est un lapin gris. Et du coup, voir si le mot... il marche également dans ce cas-là. Si c'est le cas, ça veut dire qu'on peut éliminer la couleur. L'hypothèse de la couleur. Voilà, exactement. D'accord. Oui, donc le face-à-face, c'est important pour avoir du contexte, mais avoir du contexte ne suffit pas, il faut aussi le mettre à l'épreuve, finalement. C'est ça, il faut le mettre à l'épreuve, il faut répéter les choses. Faut faire en sorte que on maîtrise un certain nombre de paramètres et donc on fasse autant de situations qu'il y a de possibilités à désambiguiser. Alors ça veut dire, imaginons que des aliens dans un vaisseau supraluminique avec une technologie incroyable débarquent demain sur Terre. Le temps de communiquer, ça prendra 6 mois, 1 an, peut-être très, très longtemps finalement. On peut imaginer tout et n'importe quoi. De toute façon, ça, ce qui est sûr, c'est que comme on n'a pas de point de repère, on n'en sait rien. Si les aliens ont un comportement qui ressemble plus aux abeilles ou aux dauphins, ça peut même être encore plus longtemps. Si ils ont un langage qui est à base tactile, à base olfactive, à base que sais-je. Là, il y a plein de possibilités que les auteurs que plein d'auteurs ont pu imaginer. Et souvent avec des communications qui ne fonctionnent pas. Je pense en particulier à Stanislas Lem qui a écrit 2 romans très marquants, dont un a été mis en film, c'est Solaris, et le deuxième, La Voix du Maître, qui n'a pas été mis en film, mais qui a à peu près le même genre de cas de figure, c'est-à-dire que les humains voient qu'il y a une entité qui leur parle, mais n'arrivent absolument pas à détecter le moindre élément de base de sens. Il y a une dernière hypothèse que je voulais évoquer avec vous, c'est on se figure finalement assez rarement le cas où c'est nous qui sommes visités et qui sommes inférieurs surtout aux extraterrestres, c'est-à-dire qu'ils peuvent aussi avoir une langue extrêmement complexe par rapport à nous, et que ce soit nous qui soyons de simples abeilles ou de simples chimpanzés à leurs yeux. Dans ce cas-là, la difficulté, ce sera d'être finalement trop peu armés intellectuellement pour les comprendre. Ouais, alors ça, c'est intéressant parce que nous, par exemple, en français, on va dire un dictionnaire de langue contient 50 000 entrées à peu près. Personne ne connaît les 50 000 termes. On en connaît des milliers, ça c'est sûr. On peut en connaître 10 000, 20 000. Mais en tout cas, on a une mémoire qui a ses propres limites. De même que quand on fait une phrase, on parle bien avec des phrases de 10 à 15 mots. Quand on a des phrases de 70 mots, ça commence à être un peu plus compliqué. À la Proust, voilà, avec des enchâssements multiples et compagnie. Alors, enchâssement, vous évoquez le mot, justement, si on peut expliquer, parce que c'est intéressant, justement. Il y a une œuvre qui en parle beaucoup. Oui, c'est le fait d'arriver à mettre une phrase dans une phrase. Un exemple très, très simple, c'est l'homme qui a vu l'homme, qui a vu l'homme, qui a vu l'homme, qui a vu l'homme, qui a vu l'ours. Où en fait, avec des subordonnés, on arrive à mettre une phrase plein de fois de suite pour en faire une qui est bien plus longue. Des poupées russes de phrases, en fait. Exactement. Donc voilà, un enchâssement, c'est comme une poupée russe. Et on peut imaginer que les aliens soient capables, alors ce qui est le cas dans la nouvelle de Ted Chiang, sont capables de faire des enchâssements d'une manière beaucoup plus profonde que nous n'y arrivons. Parce que nous on est limité, alors à part le cas très simple que vous me disiez, l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours, oui, parce que là c'est répétitif. Voilà, mais une phrase réelle complexe, au bout de 2 ou 3 enchâssements, on commence à être un peu perdu. Oui, alors ça dépend de la façon, si c'est un enchâssement au centre ou en périphérie, il y a des cas particuliers, mais
va dire que en moyenne, oui, 3-4 enchâssements, on est paumé. Ouais. On est paumé parce qu'il faut qu'on retienne ce qu'on a dit avant pour arriver à retrouver quel est le verbe et à continuer la phrase, que ce soit en production ou en compréhension. Si les aliens ont un dictionnaire de langue, donc un lexique, on va dire, qui comporte des millions de mots, mais nous, à côté, c'est rien, quoi. Donc, on va avoir un mal fou à faire un traducteur. Ouais. Et c'est, à mon avis, là qu'une intelligence artificielle, enfin en tout cas un système de traitement automatique des langues et avec tout un tas d'algorithmes de reconnaissance et tout ça pourrait être utile. Pourrait nous aider. Et s'ils ont 15 enchâssements par phrase, ça complexifie encore le problème, quoi. Oui, mais pour une machine, c'est pas un souci. Donc, on se reposera sur les capacités de traitement de la machine pour nous avoir un accès au sens. Sachant que, comme disent les traducteurs, traduire, c'est trahir. Trahir, oui. Ce qui reste qu'évidemment, malgré tous les efforts, on n'arrivera jamais à saisir la subtilité, même dans le meilleur des cas, du langage des meilleurs poètes aliens. Merci beaucoup, en tout cas, Frédéric Landragin, pour toutes ces explications. J'espère que nos auditeurs sont mieux armés pour éventuellement parler aux aliens qu'ils croiseront un jour, peut-être, sur Terre ou ailleurs. On ne sait pas. Merci à vous, en tout cas. Merci à vous. Merci à Roman, qui, comme d'habitude, gère la technique derrière les machines. Merci à vous tous qui continuez de nous écouter toujours aussi nombreux et on se retrouve nous très bientôt pour continuer d'explorer d'autres facettes de l'univers. Salut à tous!